L'information de 23h sur RTI. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Ce soir, un gros plan sur l'école de la deuxième chance du programme jeunesse du gouvernement, dit PJGouv. Ce dispositif pour réorienter les jeunes ivoiriens. Comment se fait l'adhésion? Comment les jeunes sont-ils formés? Et quelles perspectives d'insertion professionnelle pour cette jeunesse ivoirienne? Rencontre avec des bénéficiaires d'un programme de haute portée sociale. Des routes bientôt reprofilées dans la région du Bélier dans le cadre du programme national d'entretien routier, un programme qui s'étend de 2023 à 2025 sur 1246 km de route pour une enveloppe d'environ 2 milliards de francs CFA. Le programme pour la région du Bélier a été lancé par le président du Sénat, Janoa Oussou-Kouadio, et des solutions urgentes et durables contre la faim et l'insécurité alimentaire en Afrique. C'est la contribution de la Côte d'Ivoire à la 5e conférence Union africaine-Union européenne consacrée à l'agriculture, une conférence ouverte à Rome ce 30 juin. On en fait le point dans ce journal. Bienvenue à tous. La promotion de la jeunesse ivoirienne est une préoccupation majeure en Côte d'Ivoire, surtout en cette année déclarée année de la jeunesse. Avec le programme jeunesse du gouvernement dit PJGouv, c'est tout un système qui est mis en place pour soit accélérer la formation, l'insertion professionnelle ou encore la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes, soit accorder également une deuxième chance à ces jeunes ivoiriens âgés de 16 à 40 ans. La dernière action citée retient notre attention, l'école de la deuxième chance. C'est ce dispositif pour les jeunes sortis trop tôt du système scolaire et qui souhaitent se réorienter. On en parle avec Alexis Ouedraogo qui fait toute la lumière sur ce plan fait pour un nouveau départ professionnel. On regarde. En plein cœur de la commune la plus peuplée d'Abidjan, voici un établissement pas tout à fait comme les autres. Le lycée professionnel sectoriel de Yopougon. Une école aux infrastructures récentes où sont formés des techniciens prêts à l'emploi. Depuis son ouverture il y a 3 ans, c'est à Adam Kassamba, son directeur, qu'a été confiée la mission de former l'ensemble de ses apprenants. Le nom que l'on donne à ces élèves qui apprennent ici à exercer un métier pratique. Vous êtes en 3e année, donc en fin de cycle. Bientôt, vous serez en entreprise, respectez les consignes du professeur. De la même façon, quand vous serez en entreprise, respectez les consignes aussi des maîtres là-bas. Ce jour-là, travaux pratiques à la maintenance d'une centrale de pompage piscine. Ces jeunes hommes et femmes sont pour certains en reconversion scolaire, voire professionnelle. Nous avons des jeunes qui font l'enseignement général, la 3e jusqu'au bac. Ensuite, ils doivent apprendre des métiers. Nous donnons aussi l'opportunité à tous les jeunes qui ont abandonné les bancs, quelles que soient les raisons. Ceux qui ont fait des formations et qui veulent se reconvertir, ils peuvent venir faire ce qu'on appelle chez nous des formations qualifiantes. Donc on leur donne des qualifications précises sur un métier précis. Les lycées professionnels sectoriels, une école de la deuxième chance. Celui-ci, à Yopougon, forme cette année 163 apprentis en industrie, électricité, bâtiment ou encore maintenance électronique. Mais une autre formation pratique attire bon nombre d'apprenants, la transformation des denrées alimentaires. Un secteur porteur dans un pays où l'agriculture contribue à environ 28% du PIB. Ce matin, nous allons transformer de la tomate payée sur le marché en tomate pâte concentrée. Dans cette autre salle, une autre séance de travaux pratiques. Ces apprenants doivent transformer ces tomates en pâte pour conserve. Un procédé qui va du nettoyage au broyage de ces fruits et que doivent maîtriser ces jeunes en 2e année d'agro-industrie. Aidés ici par des machines de dernière génération. Un exercice auquel participe aussi Nokwame, 24 ans. Il en est convaincu. Cette formation des plus pratiques le prédispose à contribuer à l'industrialisation dans laquelle s'est engagée la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le monde est basé sur l'industrialisation et la base de la société, c'est la consommation. Et la consommation, c'est nous qui la faisons. Avec la formation des professeurs,
nous arrivons à acquérir certaines connaissances que nous n'avons pas eues au général. Nokwame est l'un des jeunes reconvertis de cette école. Après l'obtention de son bac en 2019 à Agboville, dans le sud de la Côte d'Ivoire, il enchaîne les petits boulots, mais rêve d'un métier plus rentable et d'un avenir meilleur. Je ne pouvais pas rester toujours dans les petits boulots puisque ce n'était pas rassurant. J'ai intégré l'enseignement professionnel pour que demain je puisse avoir une vie, je peux dire, sécurisée. Voilà. L'accès à ces lycées professionnels se fait par voie de concours et l'apprentissage y est totalement gratuit. Selon les chiffres officiels, 27,9% des jeunes ivoiriens de 16 à 24 ans ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni même en formation. C'est à eux que s'adressent les programmes de ces lycées particuliers. Le gouvernement ivoirien entend multiplier ces écoles des métiers et les étendre dans divers secteurs. Une aubaine pour des milliers de jeunes qui peuvent ainsi exercer le métier dont ils ont toujours rêvé. Dans le quartier chic de Cocody, Rivera Golf, c'est dans cet hôtel qu'un apprenant en hôtellerie suit une partie de sa formation pratique. Allô, réception, bonjour. Oh, excuse me. Good morning, madam. Fine, and you? For 2 persons, include the breakfast? Franck-Henri Kofi effectue ici un stage d'imprégnation après sa formation théorique dans un lycée professionnel. Un nouveau départ pour cet informaticien de base, passionné d'hôtellerie. C'est grâce au lycée hôtelier d'Abidjan qui signe des partenariats avec des établissements comme cet hôtel que le jeune homme a pu avoir cette rare opportunité et qui a d'ailleurs pu déboucher sur un emploi. Je salue l'initiative du gouvernement pour avoir instauré ce programme-là parce que ça nous aide vraiment, ça va aider les jeunes aussi à pouvoir entrer dans le monde du travail. Voilà, plus facilement, parce que ce n'est pas évident aussi de trouver du travail par soi-même. L'espoir d'une nouvelle vie pour la jeunesse ivoirienne à l'école de la deuxième chance. Une priorité pour le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ce jour-là, dans l'enceinte du lycée hôtelier d'Abidjan, le ministre Kofi Nguessan en personne préside une cérémonie de remise d'attestation. Les récipiendaires, ces femmes et hommes, au total 32 formateurs en gastronomie et management hôtelier, tout juste de retour de France. Des formateurs à l'école de la formation professionnelle. Faire en sorte que des jeunes formateurs puissent aujourd'hui avoir confiance en eux-mêmes et exercer dans nos établissements en toute confiance. Donc il s'agit de renforcer les capacités des formateurs. Quand un formateur est nanti de compétences, il a la confiance, il a envie de travailler, il donne l'envie aussi aux jeunes. Je crois que c'est cette aspiration des jeunes à venir à la formation professionnelle que nous sommes en train de rechercher en renforçant les capacités de nos formateurs. Accroître l'employabilité à travers l'apprentissage d'un métier, c'est tout l'enjeu des lycées techniques professionnels qui à terme verront le jour dans les 14 districts autonomes du pays. Pour l'heure, 30 établissements sont en cours de réhabilitation et d'équipement partiel. Ambition, rescolariser mais aussi rendre la jeunesse ivoirienne plus compétitive sur le marché de l'emploi. Voilà, c'était un gros plan sur l'école de la deuxième chance en Côte d'Ivoire, une école des métiers pour des jeunes ivoiriens apprenants et reconvertis. Un programme de haute portée sociale et donc accessible à tous. Le gouvernement, qui investit énormément de fonds dans ces initiatives pour bâtir la jeunesse ivoirienne, est aussi soutenu par des organismes internationaux. L'exemple de l'agence de coopération allemande qui relance Invest for Jobs, un programme pour la formation professionnelle. On en sait davantage dans ce compte-rendu de Issa Chonayeo. L'agence de coopération allemande GIZ s'engage à donner un coup d'accélérateur au projet de l'école de la deuxième chance. Une volonté actée par la signature d'un protocole d'accord cadre de partenariat avec le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Cet accord s'inscrit dans le cadre du programme Invest for Jobs de la GIZ, visant à soutenir la création d'emplois décents en Afrique. Aujourd'hui, nous avons réussi à mettre les forces en action, en œuvre, pour
avancer sur le dossier l'école de la deuxième chance, mais aussi tout ce qui est pour la formation des jeunes et leur insertion dans des métiers décents, dans lesquels ils vont être correctement payés, dans lesquels ils auront des conditions de travail qui sont respectueuses et vertueuses. Et tout cela, nous avons décidé de le faire parce que voilà, on a grande confiance dans ce que l'État de la Côte d'Ivoire veut faire. On a grande confiance dans la capacité aussi de tous ces jeunes. Le président de la République a décrété l'année 2023, année de la jeunesse. C'est au gouvernement, sous la conduite du Premier ministre Patrick Achi, de montrer les actions concrètes, de sorte que les jeunes aient confiance et gardent un peu plus d'espoir. Donc avec la signature de ce partenariat, nous allons mettre encore d'autres programmes en œuvre et faire en sorte que des jeunes soient formés. Et tout le travail, la formation et l'insertion. Selon les clauses de l'accord, l'appui de la GIZ consiste à l'opérationnalisation d'un projet de l'école de la deuxième chance, d'identification des besoins en ressources humaines du secteur productif, ainsi que la co-construction des programmes, des référentiels métiers en cohérence avec les besoins du secteur productif. Et tous ces jeunes formés participeront certainement à l'essor de la Côte d'Ivoire, mais en attendant, dans le pays, de grands chantiers sont lancés. Des routes sont ouvertes, en témoigne ce reportage sur le lancement des travaux du programme d'entretien routier 2023-2025 de la région du Bélier, un chantier d'environ 2 milliards de francs CFA, nous dit Kader Sokodogo. Jano Aoussou Kouadio, président du Sénat, prenant place à bord d'une chargeuse sur pneus. Il sonne ainsi l'heure du reprofilage de toutes les routes de la région du Bélier, estimée à 1246 km. Cette action est inscrite au programme d'entretien routier 2023-2025. On va exécuter dans ce programme des reprofilages lourds et des traitements de points critiques, des reprofilages légers avec emploi partiel et des reprofilages légers sans emploi partiel. Alors, la particularité de ce programme est que les entreprises ont un contrat pluriannuel. Une attente majeure pour les chefs couronnés qui verront ainsi leur village être désenclavé. Population, réjouissons-nous, laissons éclater notre joie, car le président Alassane, grand visionnaire, connaissant nos besoins, vient de répondre à la priorité de nos préoccupations par anticipation. Les élus, porte-voix des populations, ne sont pas en reste. Une réponse claire du président de la République pour l'intérêt qu'il accorde à la région du Bélier et la confiance qui lui plaît de placer à notre baobab le président Jano Aoussou Kouadio. La vaillante population de la sous-préfecture de Molo-Noublé ainsi que celle de toute la région du Bélier voudraient exprimer leur infinie gratitude et toute leur reconnaissance à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ces travaux, estimés à environ 2 milliards de francs CFA, démarrent dès à présent. Et pour le président du Sénat, le développement reste le cheval de bataille du président de la République, Alassane Ouattara, et les choses vont dans le bon sens. Le gouvernement mesure à sa juste valeur l'importance des routes en terre dans sa politique de développement socio-économique de nos régions. Depuis 2012, ce sont en effet 5 programmes d'entretien routier qui ont été élaborés et exécutés par le ministère de l'équipement et de l'entretien routier. Les routes en terre représentent plus de 84% du linéaire du réseau routier de la région du Bélier, d'où l'impérieuse nécessité d'en assurer chaque année leur entretien. Le ministère de l'entretien routier, à travers l'AGEROUTE, a rassuré les populations quant à la qualité des travaux qui démarrent maintenant pour s'achever en 2025. Et des perspectives sont aussi attendues sur le plan agricole. C'est un intérêt exprimé au cours de la 5e conférence Union africaine-Union européenne consacrée à l'agriculture qui s'est ouverte à Rome ce 30 juin. Et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a exhorté à apporter des solutions urgentes et durables aux problèmes de la faim et de l'insécurité alimentaire. Mamadou Kouassi revient sur cette journée. Rome, capitale de l'Italie et siège de la FAO, accueille la 5e conférence interministérielle de l'agriculture de l'Union africaine et de l'Union européenne.
Une rencontre qui est à l'initiative des commissaires de ces deux institutions continentales autour du thème « Système alimentaire résilient et chaîne des valeurs agricoles durables ». Cooperation between European Union and African Union is very important for. Coopération avec l'Union africaine est très important. Il y a beaucoup de plateformes et projets, beaucoup d'échanges, de pratiques. Et aussi, il a souligné les 5 principes. Sécurité alimentaire, la stabilité financière, solidarité et durabilité. Donc, les 4 S. Farmers Organizations. Pour cette première rencontre post-Covid, l'honneur est revenu à la Côte d'Ivoire de porter la voix du continent. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, salue les efforts consentis par l'Union européenne pour le développement du secteur agricole. Toutefois, il appelle à un renforcement des financements pour faire face aux nouveaux défis du monde agricole. Ces financements devraient soutenir les programmes favorisant la création d'emplois stables afin d'éviter aux jeunes de s'aventurer à la traversée de la mer. Les annonces de financement promis doivent être également suivies d'actions et doivent être reparties à la fois entre les pays en conflit et ceux qui croupissent injustement sous les effets collatéraux des conflits. Et c'est également en innovant, aussi bien dans nos comportements que dans la promotion de nouveaux systèmes alimentaires, que nous pouvons vaincre l'insécurité alimentaire. Au nom de ces pairs africains, le ministre d'État, Kobino Kwasi Adjoubani, invite à la révision de la réglementation de l'Union européenne portant sur la lutte contre le réchauffement climatique, tout en prenant en compte d'autres volets. Au vu des efforts colossaux effectués ces dernières années dans la gestion et la sauvegarde des forêts des pays africains, il convient de porter d'autres regards sur la réglementation dans le strict respect des conventions et de la préservation de la biodiversité, tout en accordant un intérêt particulier au volet social, seul gage pour garantir le bien-être des producteurs qui œuvrent au quotidien pour assurer la durabilité de leurs produits. Cette conférence interministérielle a été précédée de plusieurs panels et de tables rondes sur la résilience de l'agriculture africaine. Et avant les financements internationaux, l'initiative nationale a permis de créer une zone industrielle, agro-industrielle, dans la région du Poro, à Korogo. Les infrastructures avec des équipements de base modernes qui répondent aux standards internationaux pour la transformation de l'anacarde. C'est une initiative du Conseil du coton et de l'anacarde dans le cadre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Le développement avec Ami Sissoko. C'est une des infrastructures que le Conseil du coton et de l'anacarde met en place pour accélérer la transformation de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Elle est désormais opérationnelle et n'attend plus que les potentiels investisseurs nationaux et internationaux. La zone agro-industrielle d'anacarde de Korogo, ZAICO, dont les travaux ont débuté en 2021. La presse nationale et internationale est invitée pour faire un large écho sur cette zone dédiée à la transformation locale de l'anacarde. Une visite guidée par une délégation du Conseil du coton et de l'anacarde, conduite par son directeur général, Dr Adama Coulibaly, permet de l'apprécier. À ses côtés, les autorités locales. Il faut que la chaîne de valeur de chaque filière soit exploitée par le pays et par les Ivoiriens. Quand le président de la République a donné l'indication, a donné la direction, on n'a plus le choix. Ce n'est plus une option. Donc c'est une obligation pour nous de réussir. Réussir, c'est créer un écosystème favorable à l'activité de transformation. Bâtie sur une superficie de 28 hectares sur l'axe Korogo-Ferke, dans le Poro, la zone agro-industrielle peut abriter 7 usines. Elle est dotée d'infrastructures modernes, notamment de postes de paysage, 3 entrepôts de stockage de 2500 m² chacun, un centre de valorisation des coques de cajou, une station d'épuration des eaux usées et un parking extérieur d'une capacité de 80 camions remorques. Un industriel qui vient ici, il n'aura qu'à faire sa clôture, il construit son usine et il se branche sur les différents réseaux, que ce soit l'eau potable, l'électricité, les eaux usées, et il n'a pas d'autres soucis à gérer.
coût global 7,5 milliards de francs CFA à l'initiative du Conseil du coton de l'ANACAD avec le soutien de la Banque mondiale. Ce que nous voulons éviter, c'est que notre richesse parte. D'où la nécessité de transformer et de garder la valeur ajoutée sur le plus long cheminement de la chaîne de valeur. La production, c'est 20%. La transformation, c'est 40%. Donc si nous arrivons à faire les deux, ça fait déjà 60%. L'ANACAD occupe le 3e rang des exportations ivoiriennes après le cacao et les produits pétroliers, soit 20% des exportations agricoles de la Côte d'Ivoire. La zone agro-industrielle de l'ANACAD de Korogo devra permettre la transformation de 80 000 tonnes d'ANACAD par an et générer 8 000 emplois à terme. Et les investissements attendus pour cette zone agro-industrielle à Korogo pourraient être portés par la BOAD qui vient d'examiner 11 nouveaux projets structurants au cours de la 136e session ordinaire qui s'est tenue ici à Abidjan. Ce sont des opérations qui portent entre autres sur des lignes de refinancement ou encore des prises de participation. On en sait davantage dans cet élément rapporté par Lanciné Bakayoko. Cette 136e session ordinaire ici à Abidjan a permis aux administrateurs de la Banque ouest-africaine de développement d'évoquer des sujets appelant une décision. Pour la Côte d'Ivoire, il s'agit entre autres de prêts à court terme pour le financement partiel de la campagne cacao 2023-2024 ainsi que la construction d'un hôtel de standing 4 étoiles à Biétri. Au Mali, c'est la mise en place de lignes de refinancement en faveur de la Banque nationale agricole. Au Bénin, c'est le projet de désenclavement de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé qui est mis en avant. En ce qui concerne le Burkina Faso, priorité à la digitalisation des processus de gestion des finances publiques. Du côté du Sénégal, on examine l'aménagement de voies urbaines à Diamniadio. Et pour le Niger, il s'agit de la construction d'infrastructures scolaires. Au cours des 2 premières réunions cette année, la BOAD s'est engagée pour 415 milliards de francs CFA en faveur de projets structurants et innovants, dont la mise en œuvre devrait améliorer le quotidien des populations de la région ouest-africaine. Et un modèle de prise de participation sur le plan de l'éducation avec des parents donateurs dans une école. Un modèle à suivre en Côte d'Ivoire, nous dit Jean-Marc Djadji. Ils sont au nombre de 70. Eux, ce sont les parents donateurs de l'école primaire publique de Marcory et Pépé Pilote. Ils fournissent du matériel didactique aux enseignants et des kits scolaires aux élèves du CP1 au CM2. Pour cette fin d'année académique, ces donateurs viennent donner de la joie aux élèves admis au certificat d'études primaires élémentaires CEPE session 2023. Depuis des années, les parents donateurs de l'EPP Pilote de Marcory ne cessent de multiplier des actions sur fonds propres pour redorer l'image de l'école. On veut qu'à l'image de tous les quartiers, les enfants de Marcory aient aussi cette belle éducation-là. Et cela demande qu'il y ait vraiment un environnement sain dans lequel ils puissent bien travailler. Nous sommes un soutien du COGES et dans ce cadre-là, nous accompagnons le COGES, nous accompagnons les actions du gouvernement tout en gardant à l'esprit que les enfants, c'est l'avenir de demain et ils ont besoin d'une éducation saine pour leur avenir. Des initiatives qui reflètent l'image de l'Ivoirien nouveau, selon l'inspecteur, chef de circonscription de Marcory. Je suis très heureux et puis je suis fier des parents d'élèves de l'école pilote. Non seulement ils appuient les enseignants qui sont ici en leur procurant le nécessaire pour leur travail, mais nous-mêmes qui sommes de l'administration, quand nous venons à l'école-ci, les commodités sont au point. Les parents se sont regroupés en donateurs, en tout cas, ils ne nous abandonnent pas. Ils sont avec nous tout le temps. Nous tenons à leur dire merci, tout simplement. Une cantine et un réfectoire au sein de l'école sont prévus, afin d'offrir plus de commodités aux élèves. Et pour renforcer l'information en Côte d'Ivoire, plusieurs acteurs des médias sont formés à l'école du droit à la concurrence. C'est une initiative de la commission de la concurrence, autorité administrative indépendante, créée en 2013. Et nous en parlons dans ce reportage de Dangui Dangui.
En optant pour le libéralisme économique dès son accession à l'indépendance en 1960, la Côte d'Ivoire faisait le choix de défendre la liberté de s'installer dans le pays et de créer des activités économiques dans le respect des réglementations en vigueur. Mais encore fallait-il garantir et favoriser l'émergence d'un marché ouvert et concurrentiel dans un environnement juridique rationalisé et harmonisé selon les termes des experts de la question. D'où la création de la Commission de la concurrence en 2013 avec pour vocation d'être le gendarme de l'économie nationale. Cette autorité administrative indépendante peu ou mal connue selon des observateurs veut se rendre plus visible à travers cet atelier de sensibilisation sur le droit de la concurrence en Côte d'Ivoire en faveur des acteurs des médias. C'est le lieu pour nous de nous faire connaître par d'abord les acteurs économiques et puis aussi par ceux qui véhiculent l'information comme les organes de presse. La Commission de la concurrence a pour mission la surveillance générale du marché afin d'y déceler les dysfonctionnements liés aux pratiques anticoncurrentielles. Cet atelier d'une journée en faveur des acteurs des médias a eu deux articulations majeures, à savoir la présentation de la Commission de la concurrence et la pratique de la concurrence déloyale. L'actualité politique, ce sont les préparatifs pour les prochaines échéances électorales, les élections locales, qui se tiendront le 2 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire. Et à cette heure, voyons la présentation des candidats dans la région, dans le district autonome de Yamoussoukro, une présentation qui a été faite par la ministre Anne-Désirée Ouloto, membre du directoire du RHDP. Le point avec Kader Sogodogo. L'animation du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP au niveau local. La tâche revient désormais aux coordinations régionales du parti. La politique du parti sera gérée par les coordinations régionales. C'est pourquoi le président a donné des instructions à la direction exécutive et à toutes les instances pour que ce soit des fêtes qui rassemblent tous les Ivoiriens. Parce que quand on parle de Oufoué-Boigny, c'est tout le monde. Le RHDP, c'est la clé du développement, c'est la voie de la réussite, c'est le futur. Le district autonome de Yamoussoukro s'est inscrit dans cette nouvelle dynamique avec la construction déjà de son équipe de coordination régionale. Parce que lorsqu'on voit la qualité des hommes et des femmes qui constituent le RHDP, on n'a aucun doute que nous pouvons réaliser partout sur le territoire cette performance. Mais la victoire du RHDP doit partir de la ville de Nana Félix Houphouët-Boigny. Une cérémonie d'investiture dans une des salles de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, aussi bondée de militants et sympathisants du RHDP pour la circonstance. Composé de 38 membres avec à leur tête le ministre Souleymane Diarra-Souba, membre du conseil politique du RHDP, l'équipe de la coordination régionale vient d'être mise en mission par Anne Ouloto. Soyez-vous des militants de proximité. Rentrez dans les maisons, allez dans les gares, dans les marchés, dans les campements. Les Ivoiriens vous attendent là-bas. Pour que vous leur donniez la bonne nouvelle, la nouvelle de la paix, de la stabilité et du développement. Allez les rassurer et dites-leur que ce que le RHDP a fait de 2011 à 2019 et en 2020 n'est rien à ce qu'on fera de 2020 à 2040. L'envoyé de la direction du RHDP annonce qu'une grande mobilisation des militants du RHDP se prépare. Elle se tiendra à Yamoussoukro en début du mois de décembre. Et alors que tous les partis politiques se préparent pour ces élections en septembre prochain, deux personnalités de l'opposition, des personnalités influentes de la région de la Bagoué ont rejoint le parti au pouvoir. On les découvre dans cet élément de Eric Goré. Ziao Naossé du Parti des peuples africains PPACI et To Kambiré de l'ex-parti politique GPS sont désormais militants du RHDP. Leur adhésion a été faite par le secrétaire exécutif du parti, Cissé Bakongo. Ces deux personnalités politiques sont issues de la région de la Bagoué. Elles ne passent pas inaperçues dans cette région pour leur engagement ferme dans l'opposition. À la manœuvre de cette adhésion au RHDP, Mariatou Kone, cadre de la Bagoué. Ziao Naossé était candidat du Front populaire ivoirien à l'élection législative de 2016.
dans la circonscription de Boundiali-Ganoni. Le deuxième cas, il s'agit de notre frère Kambire To de Teini, qui a été élu député sous la bannière du RDR en 2011 d'abord et en 2016 ensuite. Ziao Naosé et To Kambire ont fini par tomber sous le charme des actions de développement du président de la République. Je pense apporter au RHDP ma connaissance du terrain à Boundiali et surtout aider beaucoup ma soeur Mariatou qui fait un travail extraordinaire à Boundiali. Je pense qu'il ne nous appartient pas en tant que fils de Boundiali de la combattre. Si on ne peut pas la combattre, il faut l'accompagner pour le développement qu'elle a entamé. Vu les réalisations, le développement qui se fait dans mon département, vu tout ça mis ensemble, j'ai décidé de revenir. Le secrétaire exécutif du parti, Sisse Bakongo, se réjouit. Je voudrais les encourager, leur demander, de toute façon ils en ont fait la profession de foi déjà, leur demander de faire en sorte que le sillon tracé par Madame la ministre, Mariatou, qu'il contribue à l'élargir. À quelques mois de l'élection locale, cette adhésion au RHDP est un coup dur pour l'opposition ivoirienne. Et alors que se préparent donc ces élections, les candidats à Katiola signent une charte de bonne conduite des candidats du RHDP, une charte de bonne conduite en faveur de la paix, de la non-violence avant, pendant et après les différents scrutins. C'est un engagement dont témoigne Kader Sokotogo. Salle de conférence Yul Lambert au Mépieux de la préfecture de Katiola. Les candidats et les représentants de candidats aux élections régionales et municipales dans le département procèdent à la signature d'une charte de bonne conduite avant, pendant et après les différents scrutins électoraux. Une initiative du préfet de région du Hambol, préfet du département de Katiola, Kwame Bikalou, ambassadeur de paix, relève que cette charte prend en compte les opinions de chaque parti politique présent à Katiola. Par la signature de cette charte qui comporte 12 articles, les signataires s'engagent à préserver la paix sociale, à prôner la non-violence et à favoriser un développement harmonieux de Katiola. L'initiative du préfet de Katiola s'inscrit dans le cadre de l'opération Tous ensemble pour des élections apaisées, une action soutenue par le président de la Fédération nationale pour la paix universelle, Akasaé Lazare, par ailleurs président du conseil d'administration de la RTI. Il exhorte à promouvoir l'amour du prochain. Pour Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, les efforts fournis par les différents signataires méritent la confiance en leur bonne foi et leur volonté de porter les valeurs promues par cette charte élaborée par eux. Ont pris part à cette signature les autorités administratives, le représentant de la commission électorale indépendante, CEI, les leaders communautaires et la chefferie traditionnelle. Adversité, d'accord, mais fraternité, d'abord. C'est le thème de cette rencontre. Étaient témoins les guides religieux. Et ce drame dans la commune de Cocody, un immeuble de niveau R+5 en construction s'est effondré ce vendredi à la mi-journée. Le bilan partiel de ce drame fait état de 7 victimes qui ont été évacuées vers un établissement sanitaire. Nos reporters se sont rendus à la Riviera Palmeraie sur les lieux de l'accident. Les images sont commentées par Jean-Marc Djadji.
Riviera Palmeraie, secteur Saint-Viateur, dans la commune de Cocody. En ce début d'après-midi, les riverains sont sous le choc. En face d'eux, un spectacle désolant. Des objets personnels, un amas de briques, de fer, de sable et de béton sous une poussière de clinker. Un immeuble de 6 étages en construction s'est écroulé ce matin, troublant leur quiétude. Une dizaine de personnes seraient encore sous les décombres, selon des témoins. Moi, j'ai quitté dans l'immeuble voisin, j'y passais. Arrivé au niveau de l'immeuble, on a senti un craquement au niveau des piliers de l'immeuble. En même temps, quand j'ai tourné, j'ai vu que l'immeuble était en train de venir. Donc, c'est comme ça que je me suis enfui pour entrer dans le bâtiment voisin. À mon niveau, je pense que c'est les faits qui ne sont pas au niveau du bâtiment. R+6, ça demande un peu les plus gros faits quand même. Bon, on a vu l'immeuble est tombé, mais vous voyez que les faits sont minuscules. Moi, j'étais en bas ici, dans un magasin en bas. Un coup, on a entendu le bruit, la maison tombait, donc on a couru pour sortir. Il y a mon petit frère même dedans, il était au 3e. Alerté par les habitants du quartier Saint-Viateur, le groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indigné est sur les lieux. Le secours, à travers la cellule cynotechnique et ses chiens pompiers, mène les recherches sous les ruines. 7 personnes blessées auraient été évacuées au centre hospitalier universitaire d'Angré, selon les riverains. Les enquêtes et les recherches sont encore en cours afin de localiser des victimes sous ces gravats. Et l'actualité hors de nos frontières, la MINUSMA démantelée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, un terme mis à une mission de maintien de la paix sur demande des autorités du Mali. Les casques bleus et policiers de la MINUSMA auront quitté le Mali pour la fin de l'année 2023. Et d'ici là, la plus importante des forces de maintien de la paix de l'ONU ne peut s'occuper plus que de son départ. Elle n'aura plus de mandat d'accompagnement politique ou d'enquête en matière de droits de l'homme. Et à partir du 1er octobre prochain, les casques bleus n'auront plus le droit de protéger les civils. Le Ghana, qui a commenté cette décision, a rappelé la junte malienne ses responsabilités vis-à-vis de ses voisins et espère une meilleure coordination avec la CEDEAO et annonce d'ores et déjà que le G5 Sahel sera affecté par le départ de la MINUSMA. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sur RTI1.